tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 13 novembre. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec le Club de l'Éco Monaco Matin et le Monaco Economic Board qui décernaient leur prix. D'une remise de prix à une autre, nous irons à l'auditorium Régnier 3 pour découvrir l'athlète de l'année. Nous rencontrerons une rescapée d'Hiroshima qui était de passage en principauté à la rencontre des élèves du lycée Albert Ier. Nous vous dévoilerons un challenge pour le moins original sur les traces du navigateur Magellan. Et enfin, nous recevrons en fin de journal notre invité de la semaine. Il s'agira du délégué interministériel chargé de la transition numérique, Frédéric Genta. Le Club de l'Éco Monaco Matin et le Monaco Economic Board ont décerné plusieurs prix cette année encore. Ils ont été remis au Grimaldi Forum ce mardi soir. Sandrine Nègre était sur place. Il s'agissait de la 8e édition des Trophées de l'Éco, édition une nouvelle fois organisée par le MEB et le Club de l'Éco Monaco Matin afin de récompenser plusieurs personnes dans différents domaines. Le management par exemple, Frédéric Darnay pour son travail au sein du Monte Carlo Bay. Le développement durable a été décerné à Roland de Rechnevsky pour la compagnie des autobus de Monaco. Rachid Benchawir de Coraliotech est récompensé par le prix de l'innovation, alors que le prix de l'international revient à Adnan Oudrouge qui multiplie les succès dans le monde de l'agroalimentaire, de la mode et du sport avec Mercure International Monaco. Il travaille désormais au quotidien avec ses enfants. Surtout qu'ils ont des métiers tout à fait différents et ils sont complémentaires et le bon Dieu a bien voulu me donner la possibilité d'avoir une fille qui est dans un domaine tout à fait juridique, administratif, les contrats, tout ce qui est important, et mon fils qui est plutôt dans le commercial et développement immobilier. Voilà, il ne me reste plus que la troisième à récupérer si elle veut bien me rejoindre. Je suis très fière puisque c'est vrai que c'est une entreprise qu'il a bâtie tout seul il y a à peu près 34 ans. Donc 34 ans c'était hier. Donc c'est vrai que c'est une très belle réussite assez fulgurante. Le rayonnement de la principauté dans le monde avait aussi sa place lors de cette soirée au Grimaldi Forum. Il est remis à Jean-Louis Grinda pour l'Opéra de Monte-Carlo. Le trophée Made in Monaco revient lui à Pierre Pellissier. On est un distributeur de croisières, on a toute l'offre quasiment mondiale de croisières qu'on offre depuis Monaco et on a des sites internet de croisières spécialisés dans la croisière qui vont proposer donc une offre de vacances à nos clients. Évidemment c'est possible et puis c'est surtout possible à Monaco. À Monaco on a été toujours soutenu. Il y a un gros avantage à Monaco, si je peux être un peu vulgaire en fait, on n'a pas d'emmerde à Monaco. Voilà, on a du temps pour se consacrer uniquement au business, uniquement aux affaires. Et c'est des administrations qui nous suivent, qui sont avec une vision très positive. Et tout ça nous aide beaucoup à développer le business. On a vraiment les moyens de trouver les bonnes personnes, de recruter des gens performants, compétents, qui ont envie de bosser. L'état d'esprit est différent et ça fonctionne. Et vous le voyez, le ministre d'État a remis le prix spécial du jury à maître Michel Boéry pour tout le travail mené sur les différentes éditions du mythique Grand Prix de Monaco. Direction l'auditorium Régnier 3 afin d'assister à la traditionnelle cérémonie de remise de prix annuelle de l'AS Monaco. Le souverain ainsi que de nombreuses personnalités étaient présents. Frédéric Elion vous en dit plus. L'AS Monaco Omnisport fête cette année ses 95 ans, quasiment un siècle d'excellence au cours duquel les athlètes qui défendent les couleurs rouges et blanches se distinguent sur les plus grandes compétitions nationales et internationales. Mardi soir, l'auditorium Régnier 3 accueillait la traditionnelle soirée de remise des prix de l'ASM Omnisport, en présence comme chaque année du Prince Albert II. Un événement qui récompense les meilleures performances de la saison 2018-2019, avec en point d'orgue de la soirée le prix d'athlète de l'année. Un trophée remporté pour la deuxième fois par Théo Andan chez les garçons pour ses 2 médailles d'or sur 400 mètres et 4x4 aux Jeux des Petits États d'Europe et ses 2 breloques de bronze sur les mêmes distances aux Championnats d'Europe et de France Espoir. Ça fait plaisir. C'était une année compliquée, ça récompense une année compliquée parce que j'ai été blessé, j'ai des petits problèmes personnels, je reviens de loin et ça récompense toute une année de détermination et de persévérance.
Année compliquée, mais année avec de très beaux résultats. Qu'est-ce que tu retiens si tu dois sortir un souvenir particulier, un résultat de cette saison? Un résultat de cette saison, ça va être les 2 médailles d'or au Jeux des petits États. Surtout la médaille d'or sur le relais parce qu'on l'a fait pour Jacques et c'était vraiment un moment exceptionnel. Et un autre moment, c'est au championnat de France Espoir où j'égale mon record. Je fais 3e et j'égale mon record. Chez les filles, Lisa Pou décroche ce prix pour la 3e fois. Championne de France sur 25 km en eau libre, Lisa vit au Canada pour ses études. Émilien Puyot se charge donc de récupérer le trophée. Dans la salle, un père et un entraîneur heureux, Michel Pou, satisfait de l'excellente saison de la natation assémiste et porte-parole de sa fille. Effectivement, elle est très fière, elle a su ça il y a quelques jours et elle était très fière, en plus d'être représentée par un jeune du club qu'elle apprécie tout particulièrement. Donc elle est très fière de recevoir ce prix ce soir et honorée, bien entendu. Et ça représente pour elle énormément d'efforts, énormément de sacrifices et énormément aussi de plaisir qu'elle a pris tout au long de l'année dernière. Une année exceptionnelle, ponctuée d'excellents résultats aux Jeux des petits États et de nombreux relais sur les podiums des championnats de France, des différents championnats de France, en benjamin, en minime. Finaliste en catégorie senior, elle a 19 médailles bien sûr des Jeux des petits États et puis la cerise sur le gâteau, effectivement c'est la 4e place de Lisa au championnat du monde sur 25 km, à quelques secondes du podium et quelques secondes aussi de la victoire. De nombreux athlètes de toutes les sections de la SM Omnisport ont été honorés avec des médailles du mérite, des récompenses collectives, avec notamment les challenges équipes et relais, les trophées de bronze, d'argent, d'or et des insignes d'honneur. Cette année, ça a été le plus difficile avec beaucoup de blessures, donc j'ai dû faire avec. Mais vraiment, c'est aussi avec la collaboration de nos entraîneurs et aussi de mes collègues qui m'ont aidé à parvenir à ce niveau-là. C'est une reconnaissance de toute une section, c'est une reconnaissance aussi d'une histoire relativement jeune puisqu'elle a commencé il y a 10 ans. Mais c'est une histoire d'hommes aussi et de femmes, puisqu'on sait que la section féminine a été créée il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans la direction du club et qui nous ont aidés à construire. Aujourd'hui, personnellement, ce titre me fait extrêmement plaisir, mais je le transmets à tous les gens qui m'ont aidé à faire que le rugby aujourd'hui existe en principauté, qu'il est en passe de devenir une institution et que tout le monde reconnaît sa place et ses valeurs. Donc on est content aujourd'hui de créer du lien social et une section qui fonctionne et qui donne beaucoup de plaisir à ses membres. Ce qui me fait plaisir, moi, d'une année sur l'autre, vous savez, ça fait 40 ans que je m'occupe de ces questions, mais d'une année sur l'autre, il m'est de plus en plus difficile de me rappeler les choses. Cela étant, je m'en souviens quand même. Faut pas exagérer tout de même. Mais là, j'ai quand même constaté que ce soir, comme d'autres soirs, mais encore plus ce soir, il y avait une grande convivialité, il y avait un allant et il y avait une confiance qui m'ont fait vraiment plaisir. Dernier prix décerné, les insignes de Vermeil, remis à Jacques Candusso et Isabelle Varvello pour leur dévouement, leur engagement et leur expertise depuis plus de 30 ans. Le lycée Albert Ier vient de recevoir une survivante d'Hiroshima. Elle est allée à la rencontre des élèves de terminale. Un reportage de Patricia Navarro. Elle s'appelle Noriko Sakashita. Elle avait 2 ans le 6 août 1945 à Hiroshima, sinistre date de l'histoire, jour funeste, où cette ville japonaise a été le théâtre d'une attaque nucléaire. Et il est des témoignages dont la puissance et la portée valent tous les manuels d'histoire. Devant une classe de terminale littéraire silencieuse et captivée, cette rescapée a longuement raconté comment sa famille et elle avaient vécu, ou plutôt survécu à cette tragédie. Raconter mon histoire, pour moi, c'est très important. Je trouve que c'est un message d'espoir pour l'avenir. Et la capacité d'écoute de ces jeunes, c'est un véritable trésor pour le futur. Aujourd'hui, ils m'ont transmis l'espoir. Lors de l'explosion nucléaire le 6 août 1945, Noriko Sakashita vivait à un peu plus d'1 kilomètre du point d'impact. Aujourd'hui âgée de 86 ans, elle est l'une des dernières rescapées vivantes. Son témoignage est d'autant plus précieux pour les jeunes générations. Pour moi, c'est quelque chose de très important, je pense, pour les élèves français, des étrangers, que les Japonais, une personne qui a vécu ces situations-là, avec tous ces détails, tous les détails comme ça, très durs à raconter. Je pense que c'est intéressant et il faut le savoir parce que c'est quand même, ça fait partie de l'histoire du Japon. Et
c'est important pour nous de le savoir. La venue de cette survivante d'Hiroshima a été organisée par l'ICAN, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017, et qui tente de rallier le plus grand nombre à sa cause. La transmission du savoir, la transmission de la connaissance avec des témoins comme l'on a encore aujourd'hui est extrêmement importante. C'est comme ça qu'on forge la connaissance, la réflexion, et c'est comme ça aussi qu'on transmet vers les autorités politiques de par le monde. Peu après cette entrevue avec les jeunes lycéens, Noriko Sakashita reprenait la mer à bord du Peace Boat. Ce grand bateau de croisière va de port en port. 3 voyages de 3 mois sont organisés chaque année à travers les mers du monde pour promouvoir la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Vous en avez déjà sans doute entendu parler. Il y a quelques jours, l'homme d'affaires espagnol et aventurier Álvaro de Marichalar a quitté la principauté pour un tour du monde unique à bord d'une embarcation insolite. Christina Tomel a pu le rencontrer quelques heures avant le grand départ. Une expédition pour rendre hommage à 260 hommes partis de Séville le 10 août 1519 à bord de 5 bateaux pour prouver que la Terre était ronde. Financée par le Royaume d'Espagne et commandée par le navigateur portugais Fernand de Magellan, puis par l'explorateur espagnol Juan Sebastián Elcano, cette expédition durera 3 années et seuls 18 hommes rentreront en vie. Elle est l'une des plus importantes expéditions entreprises par l'humanité et c'est pourquoi l'aristocrate et aventurier espagnol Álvaro de Marichalar a souhaité la faire revivre, mais à sa manière. Moi, avec ma petite navire Numancia, moi je vais faire un peu la même chose. Je suis parti le 10 août de Séville, je me suis arrêté 40 jours comme ils sont faits à Sanlúcar de Barrameda et le 20 septembre, je suis parti. Et au lieu d'aller à l'Amérique, je suis venu ici, à Monaco, pour honorer ces petits pays, petits en taille, mais grands en tout ce qui veut dire la protection de la mer, la connaissance de la mer, le respect de la mer. Parce qu'à la fin, ces gens, il y a 5 siècles, et n'importe quel navigateur, on adore la mer. Pourquoi? Parce que la mer, à la fin, c'est 70% de la surface de notre planète. On doit la connaître, on doit la respecter, on doit l'aimer. Et c'est un acte d'amour, tous les exploits, tous les navigateurs qu'on fait dans la mer, dans notre planète, avec l'œil de Dieu, et honorer les gens qui sont risqués beaucoup pour promouvoir la connaissance géographique et aussi pour promouvoir notre civilisation chrétienne, notre civilisation occidentale par tout le monde. Le 7 novembre dernier, sur son embarcation, Álvaro de Marichalar a quitté la principauté, direction Marseille, puis Barcelone, Valence, Malaga, Gibraltar, les îles Canaries, les Caraïbes, le Brésil, l'Argentine, l'Alaska et enfin la Russie. Un périple qui devrait durer un an et demi. Un tour du monde hors du commun pour Álvaro de Marichalar qui exige une forte détermination et beaucoup de courage. Nous avons donc rejoint notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Genta. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci. Alors, le gouvernement princier a érigé la transition numérique comme une priorité. Pour que l'on comprenne bien, que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce que la transition numérique finalement en principauté précisément ? Alors, c'est plusieurs choses. Le gouvernement princier, mais aussi et surtout le prince souverain, le 30 avril, a effectivement érigé la transition numérique comme priorité via le programme Extended Monaco. En fait, la transition numérique, c'est un changement d'époque sans renier nos valeurs. Donc, c'est vraiment une transformation de absolument tout en gardant l'ADN et les valeurs de Monaco. Je vais vous donner quelques exemples pour être un peu plus concret. On ne pourrait pas raisonner dans un monde aujourd'hui sans électricité. Il y a eu, il y a 100, 150 ans, une transition électrique, mais qui s'appliquait à absolument tout, qui s'appliquait à l'éducation, qui s'appliquait à l'économie, qui s'appliquait à la santé, à la mobilité. Eh bien, la transition numérique, c'est ça en beaucoup plus puissant. C'est quelque chose d'inéluctable. C'est une bataille pour se développer, pour offrir une meilleure expérience, pour développer son économie. Donc c'est une nouvelle phase, une nouvelle ère pour aujourd'hui l'humanité. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas une transition numérique. Et la force de ce qu'a annoncé le prince souverain, c'est qu'on va faire une transition numérique monégasque.
c'est-à-dire une transition numérique avec nos valeurs. Lorsqu'on fait par exemple la programmation 1 heure pour l'ensemble des élèves, on est en même temps très vigilant au fait que les gens soient exposés à des écrans. On va mesurer ça et limiter ça. La transition numérique à Monaco, c'est le numérique pour la transition énergétique, donc pour être sûr que le cadastre solaire permet une utilisation plus intelligente. Au fond, c'est 2 choses, et le prince l'a bien dit, c'est une nouvelle ère de prospérité économique. Et ça, lorsqu'on regarde les pays qui nous sont comparables, que ce soit Singapour, le Luxembourg, la Suisse, c'est, avec souvent la finance, l'un des poumons économiques essentiels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie est numérique. Si je prends les 10 entreprises les plus valorisées au monde, les 10 plus grandes entreprises, 8 sont numériques aujourd'hui. Ce sont des entreprises numériques comme Amazon, comme Google, comme Tencent, comme Alibaba, etc. etc. Donc on est dans une économie numérique. Donc toute notre économie, que ce soit notre économie actuelle ou les futures entreprises, doit se tourner vers le numérique. Et c'est aussi une opportunité de repenser l'expérience Monaco, de garder nos valeurs d'excellence, d'humanisme, de responsabilité sur l'éducation, sur la santé, sur la mobilité, tout en transformant dans un monde numérique. C'est la programmation en étant vigilant. C'est le portail santé que nous lancerons en début d'année, tout en mettant les médecins et les patients au cœur du système et en les associant et en le faisant avec et pour eux. Toute cette approche profondément humaniste de la principauté qui va vers le numérique à sa façon et avec ses valeurs. Un mot à présent sur le Monaco Digital Council, sous la présidence du souverain, une entité finalement composée de plusieurs experts mondiaux, tous issus de domaines de la technologie numérique. Est-ce qu'on peut connaître les enjeux justement de cette entité, les missions? Tout à fait. Donc c'est la 2e édition de ce Monaco Digital Advisory Council qui s'est tenue l'année dernière, déjà une première fois. En fait, le prince souverain a souhaité s'entourer d'experts de renommée mondiale pour que ces gens-là lui soumettent leur vision de ce qu'était la transition numérique de Monaco. C'est-à-dire en gros des gens à qui on explique un peu ce qu'est Monaco et qui nous donnent des idées, des pistes de réflexion. C'est une sorte de think tank qui se réunit 1 fois par an en principauté. Il est composé de personnalités politiques. On a le ministre singapourien du numérique qui sera présent, que l'on recevra dès demain, l'ancienne ministre française Axel Lemaire. On a aussi des gens de l'entreprise. On a le patron de Baidu qui est le Google chinois. On a des professeurs. On a Nick Jennings qui est professeur d'intelligence artificielle à Imperial College, considéré comme le sachant sur l'intelligence artificielle, etc., etc. En fait, ce Monaco Digital Advisory Council, il nous permet de tester nos idées, d'avoir des retours, d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues et de soumettre au souverain en fait des projets qui sont à la fois baignés dans l'ADN monégasque, mais ce qui aussi reflète ce que le reste du monde pense de Monaco et ce qui reflète aussi ce qui se fait de mieux dans le reste du monde. Donc c'est pour nous en fait quelque part, pour reprendre une expression tennistique, des sparring partners avec qui on échange et qui à la fin comprennent qui on est, on comprend leurs besoins et ça nous permet de créer quelque part une maïeutique pour soumettre au prince souverain une transition numérique qui est à la fois mondiale mais empreinte de ce qu'est Monaco. Justement, vous le disiez, une haute personnalité politique venue tout droit de Singapour. Qu'est-ce que ça représente justement pour la principauté? Pour nous, c'est un grand honneur. Singapour est le pays le plus développé au monde au niveau numérique. C'est le pays le plus avancé avec leur initiative Smart Nation. Donc moi, je suis ravi de rencontrer justement mon homologue demain et de passer la journée avec lui, de lui présenter ce que Monaco fait de bien, parce qu'il y a beaucoup de sujets où on n'a pas à rougir. On va montrer en quoi la 5G notamment peut aider les pompiers, par exemple. Donc on aura une démonstration demain tous les deux pour voir un peu ce que font les pompiers. On aura une démonstration de la manière dont nous formons nos fonctionnaires au numérique sur le campus. Et nous aurons samedi matin avec lui une réunion de travail où mes différentes directions et ces directeurs qui font aussi le voyage échangeront pendant toute la matinée sur quel serait un partenariat possible avec Singapour, qu'est-ce que nous pourrions évidemment leur apporter, et surtout qu'est-ce qu'eux pourraient nous apporter. Les pays ont cette chose de magique qui ne sont pas en concurrence, contrairement à les entreprises, et qui a tout à fait la place pour un Singapour leader numérique et un Monaco leader numérique en nous aidant mutuellement. Pour nous, c'est 2 choses. C'est, comme je vous l'ai dit, une capacité de grandir et une forme de reconnaissance que le pays le plus avancé envoie à son ministre numérique, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. Dans ce cadre, il rencontrera Laurent Anselmi également, en principauté, pour échanger en bilatéral tous les deux sur ces sujets-là.
Eh bien, nous vous souhaitons de bons échanges. En tout cas, Frédéric Ginta, merci pour cet entretien. C'était un plaisir. Je rappelle évidemment que vous pourrez retrouver les conclusions du Monaco Digital Council sur notre chaîne très prochainement. Nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous. Après ces 2 jours de beau temps, la pluie sera de retour à partir de jeudi et ce jusqu'à vendredi. Samedi, ciel gris au programme, mais le temps sera moins humide. Dimanche, de nouveau le retour des averses, mais seulement sur la journée, puisque dès lundi, le temps sera de nouveau sec et le soleil devrait être au rendez-vous sur le Rocher pour la fête nationale mardi. Les températures iront de 5 degrés pour les minimales à 11 degrés pour les maximales.